Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Conseiller économique d'Ociam. Ces propos de Trump, on les a commentés hier sur la guerre en Iran qui est quasiment finie. Ça a largement soulagé, rassuré les marchés. Le pétrole est passé... Il est redescendu à 83, 84, mais là on est à 90 $ au moment où on se parle. Les bourses ont quand même largement rebondi hier, même si aujourd'hui c'est un peu moins rose. Vous êtes soulagé ou vous dites que c'est une accalmie qui est passagère parce que l'Iran a revendiqué quand même cette nuit la vague de frappe la plus violente et la plus intense depuis le début de la guerre. On sent quand même que l'Iran défie l'Amérique, même si Trump nous dit que c'est bientôt fini. Moi, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Il est probable que Trump, sous la pression de son opinion, les Américains détestent la hausse des prix des carburants. 40% des Américains soutiennent seulement la guerre en Iran. Un gallon, donc ça fait presque 4 litres de carburant, enfin d'essence aux États-Unis, ça vaut à peu près 3,70 $, 3,80 $, et c'était 2,80 $ avant le début de la guerre en Iran. Les Américains sont très sensibles, et puis il n'y a pas d'amortisseur, il y a très peu de taxes. Ouais. Donc les prix du pétrole passent directement, entièrement dans les hausses de prix de carburant. Donc Trump, il est quoi là-dedans? Il est en train de préparer sa sortie. Je pense qu'il va, probablement dans quelques jours, il dira qu'il a atteint ses objectifs, l'appareil militaire iranien est détruit, l'appareil sécuritaire est atteint et que les États-Unis ont fait leur travail. Bon, il reste une incertitude, c'est la position d'Israël. On ne voit pas Israël continuer la guerre si les États-Unis s'en retirent. Hein. Donc, pour vous, Trump va se retirer dans les prochains jours? Oui, c'est un risque. C'est un risque pour la population iranienne, parce qu'il laissera un régime encore plus dur que le régime précédent, qui va faire de la répression considérablement. Mais son intérêt n'est pas d'aider le peuple iranien, quoi. Son intérêt, c'est... Donc le baromètre aujourd'hui de Donald Trump, c'est c'est pas le pétrole, parce que c'est pas comme au Venezuela. Il ne peut pas mettre la main sur le pétrole iranien. C'est la sécurité régionale, la sécurité d'Israël, qui est améliorée quand même. Hein. Et puis, c'est montré qu'il est puissant, quoi. Mais je ne crois pas qu'il puisse provoquer un changement de régime en Iran. Ça nécessiterait beaucoup plus. Il y a pratiquement pas d'exemple où, dans le passé, des attaques purement aériennes ont provoqué un changement de régime. Regardez, pendant la Seconde Guerre mondiale, le Blitz à Londres, c'était absolument horrible. Ça n'a pas fait chuter le gouvernement britannique. Donc il y a un risque que Trump se retire. Et alors, la question centrale alors sera, pour l'économie de l'énergie, sera l'état de la région en termes de capacité. On en est où là? Parce qu'on a vu que beaucoup de pays du Golfe avaient réduit leur production. Alors, combien de millions de barils aujourd'hui ne sont plus produits? On ne sait pas, parce que l'Arabie Saoudite reroute des barils par son pipeline. L'Arabie Saoudite produisait presque 10 millions de barils. Apparemment, c'est la moitié. Elle reroute 6 ou 7. Ouais. Hein. Qatar a arrêté sa production de gaz liquéfié. Et de toute façon, le gaz liquéfié, il sort par des méthaniers, donc il ne passe pas le détroit d'Ormuz. Koweït a arrêté aussi d'exporter. Il y a probablement... la consommation mondiale de pétrole, c'est autour de 100 millions de barils jour. Il y a peut-être un déficit de production de 10 ou 12 millions de barils. Si on regarde, si c'était un choc permanent, si on regarde l'élasticité prix de la demande mondiale de pétrole, si on perd 10 millions de barils jour, le prix du pétrole pratiquement doublerait. Donc on irait à 150 $, quoi. Si ça durait, quoi. Je dirais, si cette situation de perte de douzaine de millions de barils jour durait. Ça, c'est la production, mais après, encore une fois, une fois qu'ils sont produits, ces barils, il faut qu'ils soient envoyés à l'autre bout du monde. Oui, non, mais je regarde la production exportable, quoi. Oui, sachant qu'encore une fois, là, il y a tout un paradoxe, je trouve, c'est que le pétrole est redescendu à 85, 90 $, après avoir fait 120, alors que le détroit d'Ormuz est toujours paralysé. Par l'anticipation que Trump va réussir à soit négocier, soit ouvrir... Il n'y a plus une goutte de pétrole aujourd'hui qui sort, comme l'a dit l'Iran, aujourd'hui du Moyen-Orient. Non, mais les marchés du pétrole...
Et le marché du gaz, parce que le TTF de Rotterdam est repassé à peu près à 50 € le mégawattheure, alors qu'on était au-dessus de 60. Le marché du pétrole et du gaz anticipe que le détroit d'Ormuz va se réouvrir, soit par une négociation, soit par la force, quoi. Donc, quelque part, les marchés financiers veulent voir le verre d'eau à moitié plein, avec cet espoir. Finalement, les marchés croient ce que nous dit Trump, à savoir que la guerre sera relativement courte. Oui, mais les marchés, depuis longtemps, les marchés financiers sont extraordinairement trop optimistes. Il y a eu un optimisme... Sur l'Iran ? Surtout. Optimisme sur l'intelligence, les bienfaits de l'intelligence artificielle sur les résultats des entreprises américaines. En réalité, il y a des investissements dans l'IA qui sont tellement considérables que tous ces investissements ne seront pas rentabilisés. Il y a un optimisme sur la situation européenne. Donc, en quoi il y a un optimisme des marchés financiers sur l'Iran, sur la guerre en Iran ? Parce que les marchés financiers anticipent que cette guerre va s'arrêter dans quelques jours, semaines, et que le marché du pétrole va revenir à la normale. Avant le déclenchement de la guerre, on était à peu près à $70. Oui. Bon, on est à 90. 30% de plus. Oui, mais enfin, mais c'est... je pense que les marchés ont un biais optimiste dans tous les cas. Ce n'est pas simplement un biais géopolitique, c'est un biais optimiste systématique. Alors c'est probablement dû au fait qu'il y a beaucoup d'argent à investir, qu'il y a beaucoup de liquidités à investir. C'est probablement dû à la perspective de baisse des taux d'intérêt aux États-Unis. Mais il y a une surconfiance, je ne sais pas si on peut dire ça en français, une confiance excessive des marchés dans l'environnement économique, géopolitique mondial. Ouais, parce que, encore une fois, Trump assure que la guerre est bientôt finie, et en même temps, le régime des mollahs, des ayatollahs est toujours là, et le détroit d'Ormuz est toujours fermé. Oui. Donc il y a quand même un mismatch entre ce qu'il nous dit et la réalité sur le terrain. Mais moi, je ne sais pas, si Trump se retire, je ne sais pas ce que fait l'Iran. Est-ce que l'Iran lève le blocus du détroit d'Ormuz, qui ne les arrange pas non plus, parce qu'ils n'exportent pas, ils produisent probablement, ils produisent 33, enfin avant la guerre, entre 3 et 3,5 millions de barils jour. Cette production a chuté considérablement. Donc ça n'arrange pas l'Iran de garder le détroit d'Ormuz fermé. Donc vous restez prudent. Pour vous, il y aura de nouveaux épisodes de volatilité, sauf si Donald Trump se retire. Ouais, je pense qu'il va se retirer, parce qu'à nouveau, il n'a pas l'intention de faire une guerre longue, il n'a pas l'intention d'envoyer des troupes au sol, il n'a pas l'intention du tout de renverser le régime des mollahs. Et puis il y a les élections, encore une fois, le haut du prix d'essence. Alors l'autre mauvaise nouvelle, c'est qu'on a appris qu'il envisageait de changer les règles électorales aux États-Unis, et ces règles, et par exemple d'interdire les votes par correspondance ou d'interdire les machines à voter, ce qui serait assez défavorable aux démocrates, parce que c'est les démocrates qui plutôt habitent loin des centres de vote et qui utilisent le vote par correspondance. Donc il va aussi essayer de bidouiller, si on peut dire ça, les élections de midterm. Et donc probablement, si on regarde les sondages, aujourd'hui, il perdrait au moins la Chambre des représentants. Le Sénat, c'est plus incertain, mais il perdrait la Chambre des représentants. Mais vous ne pouvez pas exclure une énorme manipulation électorale. Bon, si d'un point de vue économique, le pétrole reste à $90 parce que Trump se retire, si Trump se retire, le pétrole, il va où ? Alors, ça dépend de ce que font les Iraniens. Si les Iraniens lèvent le blocus des détroits d'Ormuz, le pétrole redescend à $70. Okay. Mais si on devait rester autour de $90, est-ce que c'est une catastrophe ou pas ? Alors, pour la croissance, pour l'inflation. 90, ce n'est pas de toute façon un niveau de long terme. Soit on va retomber à 70 parce qu'on va réouvrir le détroit d'Ormuz, soit on va aller à 150 parce que le détroit d'Ormuz va rester fermé. Donc au bout de combien de temps le pétrole va à 150 avec la fermeture qui est réelle du détroit d'Ormuz ? D'ailleurs, il y a eu un imbroglio dingue hier soir avec le ministre de l'énergie américain qui dit qu'un tanker était passé dans le détroit escorté par la marine américaine. Il a retiré son tweet. C'est pas vrai. Et la Maison-Blanche a démenti. On ne sait pas ce que feront les Iraniens si les Américains se retirent. On ne sait pas du tout à quel horizon les Américains vont se retirer. Faisons des calculs pour les États-Unis. C'est pas bon pour le consommateur américain, mais c'est bon pour toute l'industrie pétrolière américaine, qui est exportatrice de pétrole. Pour l'Europe, alors le gaz
le pétrole a augmenté et aujourd'hui à peu près à 30% au-dessus de son niveau d'avant la guerre, et le gaz est à 70% au-dessus en prix au-dessus de son niveau d'avant la guerre. L'UE, les importations d'hydrocarbures, enfin d'énergie de l'UE, c'est 60% de pétrole, 20% de GNL, de gaz liquéfié, et 20% de gaz gazeux, quoi. Et si vous pondérez ces différentes augmentations, vous arrivez à peu près à 50% de hausse du prix moyen des hydrocarbures, y compris gaz importés. Et ça coûte 2 points de PIB. Hein, ça fait 2 points de PIB d'appauvrissement de l'Europe. Hein, 50% de hausse de l'ensemble des... Oui, mais sur quelle durée? Ça dépend pendant combien de temps est-ce que le gaz et le pétrole restent à ce niveau-là? Si vous fermez le détroit d'Ormuz, ils vont aller à un niveau beaucoup plus élevé, tant qu'il n'y a pas de production supplémentaire aux États-Unis. Au bout de combien de jours, de mois, de trimestres de fermeture du détroit d'Ormuz, le monde tombe en récession? Le problème, c'est... Alors, s'il y a 20% de gaz et de pétrole en moins, il y a une partie de l'ajustement qui se fait par les prix, et il y a une partie de l'ajustement qui se fait par le rationnement. Par la destruction de la demande. Par le rationnement de la demande. Et donc, probablement... alors, dans le cas de l'Europe, même à ce niveau actuel, hein, si on a 50% de hausse du prix moyen du gaz et du pétrole importé, probablement, si ça durait 1 an, l'Europe serait en croissance négative au bout de cette année, parce que ça prélèverait plus de 1% au PIB européen. Sur les États-Unis, l'effet PIB est difficile à estimer, parce que c'est pas bon pour le consommateur, mais c'est bon pour les entreprises. Il y aura un supplément d'investissement dans la production de gaz naturel et de pétrole, donc le choc en PIB sur les États-Unis, il n'est pas très négatif. Et alors les pays qui sont le plus exposés, c'est les pays d'Asie, hein, le Japon, la Corée, etc., parce qu'ils dépendent essentiellement d'approvisionnement depuis le Moyen-Orient. Oui, exactement. Alors regardez le gaz, par exemple, le GNL produit... le GNL, c'est pratiquement importé par l'Europe, c'est pratiquement entièrement du GNL du Qatar. Ah, Qatar. Du Moyen-Orient. Hein. Oui. Le GNL du Qatar, ça fait 3,5% des importations totales de gaz de l'Europe. C'est pas le gaz américain essentiellement? Alors non, mais c'est le gaz. Alors, il y a le gaz gazeux et le gaz liquéfié. Oui. Si vous mélangez les deux, oui. Les principaux fournisseurs de l'Europe, c'est la Norvège, les États-Unis, et puis le Qatar, 3,5% hein, sur l'ensemble. C'est gérable. D'autant qu'on est à la fin de l'hiver. Donc c'est gérable. Mais c'est beaucoup plus élevé sur les pays d'Asie. Et donc probablement, si on restait à ces niveaux de prix aujourd'hui, et à nouveau, ce n'est pas des prix d'équilibre, hein, c'est des prix de compromis. Alors, les opérateurs ne savent pas si ça va se réouvrir vite, tard. L'Europe serait en croissance nulle. Et des pays comme la Corée et le Japon seraient en croissance négative. Sur l'inflation, il se passe quoi? Le gouverneur de la Banque de France, ce matin, qui était sur RTL, dit qu'il y aura évidemment plus de croissance, moins de croissance et plus d'inflation. Alors, les estimations qu'on a des modèles... Marc Toiti était là hier, il a dit 3% en France en fin d'année. 3% d'inflation. Alors, disent que... alors si on a 50% de hausse, ça fait à peu près... ça ferait 1 point d'inflation en plus. Ah, donc on est à 2. Et donc, on est plus... Alors, on va aller à 1,5. Donc, ça fait 2,5, probablement. Et sur le PIB... ça fait, pour l'instant, ça fait 0,2 points de PIB en moins. Bon, donc au lieu de 1,2, on ferait 1%. Donc, c'est pas encore catastrophique. La BCE fera ce qui est nécessaire, vient de dire Christine Lagarde, pour garder l'inflation sous contrôle. C'était à France 2. Comment il faut comprendre ça, veut dire alors, le problème, c'est que nous avions eu de nombreuses conversations au sujet de l'inflation européenne, et je défendais l'idée que la prévision de la BCE que l'inflation passait nettement en dessous de 2% était nettement trop basse. On a vu sur les chiffres du mois de février que l'inflation remontait, que l'inflation dans les services remontait. L'inflation remonte, on est à quoi? 2,2, 2,3 On est à 2,4. Et l'inflation dans les services, on est à 3,4.
Hein. Et la raison est claire, il n'y a pas de gain de productivité en Europe. C'est très différent des États-Unis. Les États-Unis font plein de gains de productivité avec l'intelligence artificielle. On peut estimer que la tendance des gains de productivité aux États-Unis, c'est 3% de hausse par an. Hein. En Europe, c'est 0. Et donc, comme vous avez des salaires qui augmentent de un peu plus de 3% en rythme annuel, vous avez des coûts salariaux unitaires un peu plus de 3%, et vous avez des prix des services au-dessus de 3%. Alors, les prix industriels sont tirés à la baisse par les récessions industrielles, par la pression de l'euro, par la Chine, etc. Mais les prix des services augmentent de 3,4%. Et juste sur ce qu'elle nous dit Christine Lagarde, concrètement, ça veut dire qu'il se passe quoi sur les prochaines réunions de la BCE? Rien, probablement. Alors, à la fin du mois, rien, évidemment. Alors, de toute façon, la BCE a dit aussi que si le choc sur les prix de l'énergie était transitoire, il n'avait pas de matière à réagir. Et donc, comme d'habitude, son comportement est-ce que ce choc de prix de l'énergie passe dans les salaires ? Et si, pour l'instant, non. Ça fait, les marchés pricent maintenant 2 hausses de taux d'ici la fin de l'année. Oui, non, mais ça, c'est pas raisonnable. À nouveau, les marchés n'en savent rien. Enfin, pour faire une prévision de BCE, il faut faire une prévision de date de la fin de la guerre en Irak. En Iran, pardon. Et une prévision du fait que cette fin de la guerre en Iran provoque la normalisation ou pas des marchés pétroliers et gaziers mondiaux. Donc, on n'en sait rien. Le scénario le pire, à nouveau, c'est que le détroit d'Ormuz reste fermé. Et alors là, on va avoir une explosion de l'inflation. Mais il reste fermé en jours, en semaines, en mois en mois, en trimestre. Enfin, si les Iraniens ne rouvrent pas le détroit d'Ormuz, comme représailles, enfin c'est un scénario extrême. Ouais. Le prix du pétrole va à $150 le baril, l'inflation de la zone euro va à 3, 4, etc. Là, cette inflation passe dans les salaires, commence à faire monter encore plus les prix. Et à ce moment-là, il y a des hausses de taux de la BCE. Ce scénario noir, évidemment, c'est le plus dramatique. On met quelle probabilité dessus ? Je crois que les Iraniens ont besoin d'exporter leur pétrole. Et puis que les exportations de pétrole iranien, ça va en Chine, etc. Et donc la Chine a besoin du pétrole iranien. Donc, si les Américains s'en aillent, s'en vont, il y aura un baroud d'honneur des Iraniens, et puis je pense qu'ils rouvriront le détroit d'Ormuz pour pouvoir réexporter. La probabilité la plus élevée, c'est que pour vous, c'est que les Américains s'en aillent d'ici peu. Oui, je pense que les Américains, de toute façon, Trump est sensible à son opinion, donc je ne dis pas qu'il va s'en aller demain, mais je pense que c'est une question de semaine, quoi, l'arrêt des attaques américaines. Il a déjà préparé le terrain. Il a dit qu'il avait obtenu ses objectifs, que l'armée iranienne était totalement détruite. Il avait dit au mois de juin que toutes les installations nucléaires étaient détruites. Manifestement, ce n'est pas le cas, puisqu'il continue encore à taper dessus. Oui. Enfin bon... Pour un investisseur, on fait quoi, qui nous regarde en fini là-dessus, Patrick ? Oui. Qu'est-ce qu'on fait sur le CAC 40, sur le pétrole, sur l'or ? On fait quoi ? On fait rien. On achète du cash dollar qui rapporte 3,50, 3,75%, en attendant de savoir quel scénario est le bon. Parce qu'un scénario de guerre courte, un scénario de guerre longue, un scénario de prix du pétrole qui revient à la normale, et donc de croissance qui revient à la normale, de résultats des entreprises qui reviennent à la normale, un point de croissance en plus ou en moins, c'est 4 ou 5 points de bénéfices par action en plus ou en moins. Mais si on part du principe que la guerre sera sera écourtée par Donald Trump, parce qu'il y a des élections, parce que son opinion si vous convainquez que la guerre sera courte, que le marché du pétrole et du gaz va revenir à la normale, etc., vous achetez les actions européennes, quoi. Vous achetez la normalisation des actions européennes. Donc ça aurait été une bonne opportunité. Et vous achetez aussi les actions japonaises, les actions des émergents, etc. Mais si vous pensez... Et je pense que... on ne sait pas. Enfin, ce régime iranien va être encore plus dur qu'avant. On ne sait pas du tout à quel point ils vont faire la politique du pire. Peut-être qu'ils vont essayer de régler les comptes avec les autres pays de la région. Peut-être qu'ils vont maintenir une pression militaire sur les autres champs pétroliers. Enfin, on ne sait pas. Donc moi, je pense que pendant quelque temps, il est prudent de garder son cash, d'autant plus que le dollar, avec incertitude politique, s'est réapprécié. Garder son cash en dollars, garder du cash en dollars à 3,50, 3,75, et puis réinvestir quand on aura plus de clarté sur le scénario qui va se réaliser. Allez, merci beaucoup.
Patrick Artus, donc, le conseiller économique d'Osiam, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Patrick. Merci David.